Aux antipodes de la France, perdu dans le Pacifique Sud, se trouve un petit pays enveloppé de mystères. La Nouvelle-Zélande. La légende raconte qu'un dieu a fait surgir ces îles de la mer avec son hameçon magique. Aujourd'hui, ces paysages mythiques sont aussi connus sous le nom de Terre du Milieu, le pays des Hobbits. Forgée par le feu et la glace, la Nouvelle-Zélande est un pays d'aventuriers en quête de sensations fortes. Une terre où un saut de l'ange a fait naître un nouveau passe-temps et où un peu d'ingéniosité a sauvé toute une ville. En Nouvelle-Zélande, les idées saugrenues ne manquent pas. Et une simple promenade à vélo peut s'avérer époustouflante. Malgré son jeune âge, ce pays a aussi une histoire riche. Et c'est un paradis sauvage pour tous les aventuriers du bout du monde. En Nouvelle-Zélande, les canyons offrent des sensations fortes aux férus d'adrénaline. Ce bateau descend la rivière Shotover, qui serpente à travers une région sauvage de l'île du Sud. Les descentes de rapides en Nouvelle-Zélande ne datent pas d'hier. Au début du XXe siècle, un jeune néo-zélandais, nommé Bill Hamilton, rêve de traverser les rivières qui courent sur les terres de ses parents. Il les explore pour la première fois à bord d'une vieille baignoire en étain. En 1954, à l'âge de 55 ans, il construit le premier hydrojet pour propulser son bateau et révolutionne la descente de rapides. L'invention d'Hamilton utilise un puissant jet d'eau à la place d'une hélice pour faire avancer et diriger l'embarcation. Cette technologie permet de prendre des virages brusques, même dans moins de 10 cm d'eau, et d'atteindre une vitesse de 160 km/h. Grâce à Bill Hamilton, les touristes peuvent aujourd'hui explorer comme lui les rivières de son enfance. La vie en Nouvelle-Zélande tourne depuis longtemps autour de l'eau. Les premiers hommes sont arrivés ici en pirogue. Au début du XIIIe siècle, des hommes venus des îles du Pacifique Sud pagaient sur des milliers de kilomètres pour atteindre la Nouvelle-Zélande. Ce sont les Maoris. Différentes tribus s'installent le long des côtes, sur les deux îles principales. Aujourd'hui, elles sont désignées sous le nom d'îles du Nord et îles du Sud et totalisent à peine plus de 4 700 000 habitants. À leur arrivée, les Maoris découvrent des paysages à couper le souffle. Ils pensent avoir découvert les origines du monde. Un de leurs lieux sacrés se trouve sur l'île du Nord, dans une forêt ancestrale d'arbres kaori, des conifères réputés pour leur taille et leur longévité. Un arbre domine la forêt. Il est baptisé Tanemauta, qui signifie le seigneur de la forêt. Avec ses 51 mètres, c'est l'arbre le plus haut de Nouvelle-Zélande et le plus grand kaori du monde. D'après la légende maori, à l'origine du monde, ciel et terre étaient deux parents enlacés. Leurs 6 enfants se sont retrouvés prisonniers dans l'obscurité de leur étreinte. Pour se libérer, l'un d'eux, Tanemauta, a poussé de toutes ses forces
et il est parvenu à séparer ses deux parents. C'est ainsi que la lumière a jailli sur le monde. Pendant plus de 500 ans, les Maoris sont les seuls habitants de ces îles. Mais à partir de 1840, les Européens commencent à arriver par milliers. Cette même année, la Nouvelle-Zélande devient une colonie britannique. Les nouveaux arrivants investissent les petites villes du nord, comme Rotorua. L'église de Saint Faith est construite dans le style Tudor, typiquement anglais. Elle se dresse sur une place qui était au XIIIe siècle un petit village maori. Aujourd'hui encore, elle reste un lieu de rassemblement. La rue principale est désormais bordée de commerces, mais les abords de la ville portent encore les traces d'un passé agité. La ville est construite sur un plateau volcanique qui recouvre la majeure partie de l'île du Nord. Dans les profondeurs de la Terre, deux plaques tectoniques mouvantes déclenchent une activité volcanique qui se manifeste au niveau du sol. L'énergie produit un paysage géothermique étonnant. Longtemps avant l'arrivée des touristes, les Maoris utilisaient cette boue colorée pour les peintures et les teintures. Ils se servaient également des sources chaudes pour cuisiner et se baigner. À l'extérieur de la ville se trouve la plus grande source chaude au monde, nommée Frying Pan Lake. La température de l'eau atteint 60 degrés. Aucun mammifère ne peut y survivre. La source n'est habitée que par des thermophiles, des micro-organismes qui s'épanouissent par des températures extrêmes. C'est la forme de vie la plus primitive au monde. Aujourd'hui, les formations volcaniques comme celle-ci témoignent de la menace qui gronde sous terre. Elle domine la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, Auckland, et son 1,5 million d'habitants. La ville est construite sur un champ volcanique de 360 km², composé de plus de 50 volcans. Le mont Eden est l'un des nombreux cônes de la région, formé en une seule éruption. Les volcans sont endormis, mais ils sont sous haute surveillance scientifique. Toute cette activité volcanique est liée à l'emplacement de la Nouvelle-Zélande, située à l'extrémité sud-ouest de la ceinture de feu du Pacifique. 90% des éruptions et séismes du monde entier se produisent dans cette zone en forme de fer à cheval. L'activité géologique sous le Pacifique Sud a formé des volcans dans l'île du Nord et des montagnes dans l'île du Sud. Voici les Alpes du Sud, une chaîne de hautes montagnes qui court sur toute la longueur de l'île. Pendant des millions d'années, la rencontre des plaques tectoniques a soulevé l'écorce terrestre et formé ces reliefs. L'immensité de ces montagnes est la preuve de cette force souterraine. Une force qui menace à tout moment de se réveiller. Dans certaines régions de Nouvelle-Zélande, plusieurs éruptions volcaniques peuvent survenir au même moment. Cela s'est produit ici, dans l'ancien village de Te Wairoa, au cœur de l'île du Nord. Cette nature paisible cache un passé explosif provoqué par un volcan, le mont Tarawera.
En juin 1886, les villageois sont réveillés en pleine nuit par un violent tremblement de terre. Jusqu'à cet instant, ils ignoraient qu'ils vivaient dans l'ombre d'un volcan actif. Après 3 heures de secousse, le volcan entre en éruption. Non pas un seul sommet, mais 3. Lave et rochers sont projetés à plus de 3000 mètres de haut. Puis c'est une pluie de boue et de cendres qui s'abat sur le village. Les rescapés courent se réfugier dans ces bâtiments. Les 3 éruptions font plus de 150 morts. Cela reste l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de la Nouvelle-Zélande à ce jour. Les volcans seront toujours une menace dans cette région. Mais aujourd'hui, le pays est équipé d'un système d'alerte sophistiqué pour tenter d'éviter un nouveau cataclysme. Plus au nord-est, le paysage est très différent. Ici, ce ne sont pas les volcans qui dominent, mais les vaches. La Nouvelle-Zélande est le premier exportateur mondial de produits laitiers, malgré une production relativement modeste. Celle-ci vient principalement de la région fertile de Waikato. Les camions viennent chercher le lait à la ferme 2 fois par jour. Puis ils l'acheminent vers des laiteries comme celle-ci, près de la ville de Cambridge. Le lait est analysé, pasteurisé et transformé avant d'être entreposé dans d'immenses silos. Les produits laitiers sont ensuite envoyés par bateau dans plus d'une centaine de pays, et notamment en Chine, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Australie et au Japon. Cette région est également connue pour la pratique de l'aviron. Le lac Karapiro sert de base d'entraînement aux rameurs olympiques néo-zélandais. C'est ici que les championnats du monde d'aviron se sont déroulés en 2010. Depuis l'entrée de la discipline aux Jeux Olympiques, les Néo-Zélandais ont déjà remporté 24 médailles. Parmi les rameurs présents sur le lac aujourd'hui, Mae Drysdale a remporté l'or en 2012 et en 2016. Il est aussi 5 fois champion du monde. Les Néo-Zélandais sont connus pour leur esprit sportif, mais aussi pour leur esprit tout court. Dans l'île du Sud, ce mémorial rend hommage au prix Nobel de chimie Ernest Rutherford, considéré comme le père de la physique nucléaire. La statue, située près de sa ville natale, le représente quand il était enfant, son premier manuel de science à la main. Il a grandi ici dans les années 1870, près de la jolie ville côtière de Nelson. Nelson est le berceau du sport national néo-zélandais, le rugby. Aujourd'hui, les enfants jouent aussi au cricket et au football dans la réserve botanique. Le 14 mai 1870, ce terrain a accueilli le tout premier match de rugby du pays. Ce sport originaire d'Angleterre est importé par un habitant de Nelson, alors âgé de 19 ans. Le rugby devient rapidement populaire et au début du XXe siècle, c'est déjà le passe-temps préféré des Néo-Zélandais. Les enfants apprennent le rugby très jeunes, sur les plages et les terrains du pays. C'est le cas des élèves de l'Auckland Grammar School.
Cet établissement vieux de 150 ans, situé sur l'île du Nord, a vu défiler de nombreuses personnalités, comme l'acteur Russell Crowe. Mais l'école est surtout célèbre pour avoir formé plusieurs stars du rugby. Ainsi, depuis 1893, plus de 50 anciens élèves ont rejoint l'équipe nationale de rugby, les All Blacks. Aucune équipe n'a remporté autant de victoires dans l'histoire de ce sport. Certains vont jusqu'à dire que les All Blacks doivent une partie de leur succès à cet établissement, désormais surnommé l'école du rugby. La Nouvelle-Zélande est une nation ambitieuse, à la fois sur terre et dans les airs. Ce biplan survole la région agricole de Canterbury, où un contemporain des frères Wright a accompli un exploit dans l'histoire de l'aviation. Au début du XXe siècle, un fermier de l'île du Sud nommé Richard Pearse a construit ce qui ressemblait à une bicyclette volante. Une réplique se trouve aujourd'hui près de sa ville natale, Waitohi. C'est dans son garage que l'aviateur a fabriqué son appareil. Bien que son vol ait eu lieu après celui des frères Wright, sa création est considérée comme visionnaire. L'aviation moderne exploite encore ses idées d'ailerons et de moteurs inclinés. Son génie n'a malheureusement pas été reconnu de son vivant, mais il ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Richard Pearse est l'un des nombreux Néo-Zélandais dont les idées avant-gardistes ont changé le monde. Au cœur de l'île du Sud, à Christchurch, une ancienne habitante de la ville serait à l'origine de la première vague féministe de l'histoire. Cette maison a appartenu à une suffragette nommée Kate Sheppard, une femme en avance sur son temps. Dans les années 1880, elle lance une grande campagne nationale pour le droit de vote des femmes. Ainsi, en 1893, la Nouvelle-Zélande devient le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes, près de 30 ans avant les États-Unis. Une autre néo-zélandaise, originaire d'Auckland cette fois, a marqué les mémoires, Jean Batten. Le terminal international de l'aéroport porte aujourd'hui son nom. En 1934, Jean Batten devient célèbre dans le monde entier lorsqu'elle pulvérise le record féminin du vol entre l'Angleterre et l'Australie. L'aviatrice bat de 4 jours le précédent record et atterrit après seulement 2 semaines de vol. À 25 ans, Jean Batten devient une vedette du jour au lendemain. En raison de son physique avantageux, elle est surnommée la Greta Garbo du ciel. 2 ans plus tard, elle est la première pilote à rallier l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande. Pendant les 11 jours de vol en solitaire, elle dort peu et fait peu d'escales. L'aviatrice continuera de voler jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, son avion est réquisitionné par la Royal Air Force pour qu'il puisse servir à la cause alliée. Les hommes et femmes engagés dans les 2 guerres mondiales ont aujourd'hui un monument en leur honneur, le musée du mémorial de guerre d'Auckland. Il est construit après la Grande Guerre, un conflit qui anéantit cette nation peu peuplée. 100 000 hommes sont envoyés au front en Europe, soit 10% de la population néo-zélandaise à l'époque. C'est le plus fort pourcentage de toutes les nations alliées.
Grâce au musée d'Auckland, leur sacrifice, comme celui de tous les héros de guerre du pays, ne sera jamais oublié. À moins de 3 km du musée se dresse le monument le plus célèbre de la ville. La Sky Tower d'Auckland est à ce jour le plus haut édifice de l'hémisphère sud. La tour de 328 mètres de haut est inaugurée en 1997. Elle possède 3 plateformes d'observation qui offrent une vue à 360 degrés. Les plus courageux peuvent se promener à 300 mètres au-dessus du sol, suspendus à un harnais de sécurité. Ceux qui n'ont vraiment pas froid aux yeux peuvent s'offrir pour une somme modique 15 secondes de chute libre en saut à l'élastique. Pour ceux qui préfèrent le plancher des vaches, la Sky Tower peut s'admirer depuis les quais. Une croisière en voilier est aussi un moyen original de découvrir la ville. Ces grands voiliers sont des attractions touristiques à part entière à Auckland. Ils ont participé à la Coupe de l'America. Aujourd'hui, les touristes sont autorisés à prendre la barre dans le sillage de l'équipe de Nouvelle-Zélande. En 1995, à San Francisco, elle crée la surprise en remportant la course à la voile la plus prestigieuse au monde. Les Américains dominent alors la régate depuis plus d'1 siècle. Ils n'ont perdu qu'une fois en 144 ans. Lors de l'édition de 1995, ils ont 2 avantages de taille, l'expérience et l'apport financier. Ils dépensent jusqu'à 250 millions d'euros chaque année pour concevoir des voiliers dernier cri, former les équipages et payer les frais d'inscription à la compétition. Mais l'équipe néo-zélandaise, bien plus modeste, va remporter la course à bord de son voilier, baptisé Black Magic. Elle entre dans l'histoire comme la première équipe non américaine à remporter la Coupe de l'America. Au nord d'Auckland, les Waitangi Treaty Grounds sont considérés comme le lieu de naissance de la Nouvelle-Zélande. En 1840, les colons anglais rencontrent les chefs maoris et négocient les conditions d'une nouvelle nation. Ils signent ensemble un document aujourd'hui controversé, le traité de Waitangi. Avant l'arrivée des Européens, les îles sont divisées entre les tribus maoris. Les rivages de la Nouvelle-Zélande sont si reculés qu'en 1820, seuls 200 colons s'y sont installés. Ils viennent surtout d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Quelques-uns viennent des États-Unis. Peu sont prêts à entreprendre un voyage en mer de 100 jours et à vivre coupés du monde. Mais au milieu du 19e siècle, les Européens commencent à regarder ces îles sous un jour nouveau. L'Angleterre annexe la Nouvelle-Zélande et les Britanniques en quête d'une vie meilleure arrivent soudain en masse. Le traité a pour but d'unifier les tribus maoris et la couronne britannique. Mais il ne sera jamais ratifié ni appliqué. Pendant la colonisation, les Maoris perdent près de 2 millions d'hectares de terre.
Dans les années 1970, sous la pression générale, le gouvernement néo-zélandais accepte de rendre aux Maoris les droits négociés dans le traité de 1840. Le processus se poursuit aujourd'hui. Sur l'île du Nord, une plage attire les visiteurs pour sa grande beauté. Elle est aussi très fréquentée par les animaux sauvages. C'est la plage de Muriwai, réputée pour son sable noir, fait de dépôts volcaniques. Le fou austral est un oiseau marin qui peuple ces lieux par colonies entières. Il est de la taille du noix et ne vit que sur les côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. « 1200 couples nichent ici chaque année. La femelle ne pond qu'un œuf. À 4 mois, les oisillons partent pour un grand vol en solitaire de 14 jours en direction de l'Australie. 3 ans plus tard, un quart d'entre eux reviendra sur cette plage pour se reproduire. Un peu plus au sud, sur la même côte, une autre plage de sable noir est connue cette fois pour son apparition à l'écran, la plage de Kerikeri. Les cinéphiles reconnaîtront sans doute le décor de la leçon de piano. En 1992, les actrices Holly Hunter et Anna Paquin tournent ici la scène d'ouverture du film. Holly Hunter interprète le rôle d'une pianiste écossaise envoyée par son père à un colon néo-zélandais pour l'épouser. Elle débarque sur la plage avec son piano et sa fille, interprétée par Anna Paquin. Le film écrit et réalisé par Jane Campion remporte 3 Oscars à Hollywood. Il confère une renommée internationale à la cinéaste néo-zélandaise et ouvre un nouveau chapitre pour le pays qui devient un lieu de tournage prisé dans le monde entier. Ainsi, en 1998, cette ferme de moutons sur l'île du Nord voit son destin à jamais bouleversé. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson demande au propriétaire l'autorisation d'y filmer la trilogie du Seigneur des Anneaux. 5 hectares de la propriété sont transformés en Hobbiton, le village de Bilbon et Frodon Saquet et de leurs compères hobbits. Peter Jackson métamorphose ce paysage, devenu depuis la première attraction touristique du pays. Il filme les 3 volets de la trilogie dans son pays natal. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent à leur tour marcher sur les traces de Frodon. En octobre 1999, les vedettes du film découvrent les campagnes de Nouvelle-Zélande et ses hautes montagnes enneigées. L'équipe du Seigneur des Anneaux tourne dans tout le pays pendant 18 mois. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, une trilogie est filmée simultanément dans son intégralité. Peter Jackson choisit 70 lieux répartis sur les 2 îles pour créer la Terre du Milieu de l'œuvre de Tolkien. Pour la grande scène finale, l'équipe est transportée par la voie des airs jusqu'au sommet de ce volcan actif. La Nouvelle-Zélande est un paradis pour les cinéphiles. Dans la ville de Queenstown, sur les rives du lac Wakatipu, même ce bateau à vapeur fait son cinéma. En 2008, le TSS Hounslow apparaît aux côtés d'Harrison Ford dans le 4e film de la saga Indiana Jones. Construit en 1912, c'est le seul bateau à charbon encore en activité dans l'hémisphère sud.
Il transporte des passagers sur le lac depuis plus d'un siècle. La reine d'Angleterre et l'ancien président américain Bill Clinton se sont même trouvés à son bord. Avant la construction de routes modernes, le TSS Hounslow était le moyen de transport principal dans cette région de l'île. Il permettait d'acheminer des marchandises, des hommes et du bétail jusqu'aux fermes situées sur la rive sud du lac. C'est le cas de la Walter Peak High Country Farm. Cette ferme s'étend sur 25 000 hectares dans les collines environnantes. Aujourd'hui, l'exploitation de 18 000 moutons est ouverte aux visiteurs. La laine mérino, c'est la plus douce des laines de mouton. C'est un produit phare des exportations néo-zélandaises. Mais sa production n'a pas toujours intéressé les habitants de la région. Certains ont préféré faire fortune avec de l'or. Cette ville fantôme, au bord de la rivière, est encore debout 150 ans après la ruée vers l'or en Nouvelle-Zélande. En 1862, un fermier nommé William Rees voit les pionniers affluer dans l'espoir de trouver de l'or dans la rivière Roe. Mais la nourriture est rare dans la région et beaucoup commencent à dépérir. Il demande de l'aide à William Rees. C'est sur ces terres que la ville de Queenstown voit le jour. Elle compte aujourd'hui 15 000 habitants. William Rees fait tout son possible pour aider les chercheurs d'or. Il est le seul dans les environs à posséder un bateau et il entreprend d'acheminer les vivres et leurs précieuses cargaisons. La ruée vers l'or s'est terminée il y a 150 ans, mais elle a laissé des traces indélébiles. Ce pont suspendu a été construit pour relier les gisements aux villes situées de l'autre côté de la rivière Kawarau. Aujourd'hui, le pont est connu pour une toute autre raison. C'est ici qu'a eu lieu le premier saut à l'élastique officiel de l'histoire. En 1987, à Paris, un Néo-Zélandais attire l'attention médiatique en défiant les lois de la gravité. Alan John Hackett saute du haut de la tour Eiffel, attaché par le pied à un immense élastique. Il est immédiatement arrêté par la police, mais son exploit fait vite le tour du monde. Un an plus tard, Alan John Hackett et son associé Henry Van Asch proposent le premier saut à l'élastique accessible à tous sur l'île du Sud. L'activité est désormais un phénomène international. La Nouvelle-Zélande a la réputation de sortir des sentiers battus. L'une des inventions récentes est un sport extrême nommé le zorbing, très répandu sur l'île du Nord. En 1998, deux amis néo-zélandais créent cette nouvelle discipline. Ils s'inspirent d'une invention de l'architecte français Gilles Eberzold pour créer une sphère qui permettrait de marcher sur l'eau. Mais leur bulle est trop difficile à contrôler. Les deux amis font alors l'essai sur la terre ferme. À l'intérieur de la sphère, les passagers roulent dans une bulle suspendue dans une poche d'air pressurisée. Ce nouveau sport extrême est désormais pratiqué dans une dizaine de pays, un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. En Nouvelle-Zélande,
Partir à l'aventure prend tout son sens. Les amateurs de vélo s'en donnent à cœur joie. Ils peuvent faire le tour du pays grâce à un réseau de pistes cyclables qui s'étend sur les 2 îles. Ce réseau hors du commun compte plus de 2500 km de pistes. Une grande partie longe des voies ferrées abandonnées. Ce sont des vestiges de l'âge d'or du transport ferroviaire en Nouvelle-Zélande au début du XXe siècle. Aujourd'hui, l'une des rares lignes encore en activité est la ligne transalpine. « 200 000 passagers empruntent ce train chaque année entre Greymouth à l'ouest et Christchurch à l'est. Sur la côte est de l'île du Nord se trouve une ville à l'architecture singulière. Napier est connue dans le monde entier pour ses bâtiments art déco. La ville est dévastée en 1931 par un violent tremblement de terre, puis entièrement reconstruite dans ce style auquel elle doit sa renommée. Napier est une ville animée, notamment grâce à un festival annuel appelé Art Deco Weekend. Aujourd'hui, les habitants se préparent pour ce grand événement. Ils peuvent y admirer des voitures de collection, des défilés et des concerts. En 2011, la Nouvelle-Zélande essuie un autre séisme violent, cette fois dans la région la plus peuplée de l'île du Sud. Avec près de 400 000 habitants, Christchurch est la plus grande ville de l'île du Sud. Construite en 1856, c'est aussi la plus ancienne de Nouvelle-Zélande. Elle est par conséquent chargée d'histoire. L'acteur Sam Neill, qui a joué notamment dans La leçon de piano et Jurassic Park, a étudié sur les bancs du Christ College, la plus ancienne école indépendante du pays. À quelques kilomètres de là, St Andrews College a été fondé en 1917 avec seulement 19 étudiants. Depuis, il a vu passer sur ses bancs des stars du rugby, des députés et des personnalités médiatiques. Le 22 février 2011, cette ville historique subit un terrible cataclysme. Un tremblement de terre de magnitude 6,3 détruit la pièce maîtresse de la ville, sa cathédrale. La catastrophe fait 185 victimes. Comme à Napier, les habitants entreprennent de reconstruire leur ville. Les commerçants se servent de conteneurs maritimes pour rouvrir rapidement boutique. Cette initiative étonnante fait sensation et le quartier compte rapidement plus d'une cinquantaine de commerces. La reconstruction se poursuit dans une ville que les Néo-Zélandais destinent à un avenir radieux. À 200 km à l'ouest de Christchurch se dresse le point culminant du pays, le mont Cook. C'est ici que le célèbre alpiniste Edmund Hillary fait ses preuves avant d'être le premier à escalader l'Everest avec son Sherpa Tenzing Norgay. Edmund Hillary commence à s'entraîner ici dans les années 1940. Le mont Cook est désormais très prisé des alpinistes du monde entier et des touristes qui viennent explorer les glaciers alentours en hélicoptère. Les marcheurs doivent gravir 3000 mètres jusqu'au sommet. Une ascension comparable à celle des plus hauts sommets du monde, ce qui en fait le terrain d'entraînement idéal. La neige, la glace et la météo imprévisible ajoutent au danger de l'ascension. Ces montagnes sont balayées par des vents violents,
nommés les 40e rugissants en raison de leur latitude. Plus de 200 alpinistes ont perdu la vie sur ces pentes impitoyables. En 1991, la totalité du versant est s'effondre. 12 millions de mètres cubes de neige, de glace et de rochers dévalent du sommet. Les débris sont précipités vers la vallée en contrebas à plus de 200 km/h. L'avalanche manque d'emporter un groupe de randonneurs conduit par le guide de montagne Rob Hall. Il mourra 5 ans plus tard sur le mont Everest lors d'une expédition racontée par Jon Krakauer dans son best-seller « Tragédie à l'Everest ». Le sud-ouest de la Nouvelle-Zélande offre des paysages spectaculaires et sauvages. 3 parcs nationaux s'étendent le long de la côte. Le joyau de la couronne est le parc national de Fiordland, où se dresse le Milford Sound. C'est l'un des 14 fjords du parc, sculptés par les glaciers pendant des millions d'années. Il pleut beaucoup dans cette région, jusqu'à 6 mètres de précipitations par an. Toute cette eau alimente la forêt subtropicale et se jette dans la mer qui s'étend à ses pieds, peuplée d'une faune riche et variée. L'écrivain Rudyard Kipling a qualifié ce lieu féerique de 8e merveille du monde. Un sentier de randonnée réputé dans le monde entier traverse le parc, le Milford Track. Ce sentier de 53 km commence dans les terres et court jusqu'à la mer. Il a été en partie tracé par des Maoris qui ont traversé la région en quête de pierres précieuses. Le point culminant du Milford Track est le col de Mackinnon. Une statue y rend hommage à l'explorateur Quentin Mackinnon. En 1888, il passe 1 mois à se frayer un chemin jusqu'au Milford Sound, bravant le mauvais temps et le terrain accidenté. Il deviendra le premier guide officiel du Milford Track et conduira les randonneurs sur ses propres traces. À 11 km du col, voici les chutes de Sutherland. Alimentées par un lac de montagne, ces chutes sont hautes de 600 mètres. Elles sont l'un des sites phares de la randonnée. Au cœur de l'île du Nord, ce paysage paisible dissimule un passé tempétueux. Voici le lac Taupo, le plus vaste lac de Nouvelle-Zélande, prisé pour la pratique des sports nautiques. C'est un volcan en grande partie effondré. Dans les profondeurs du lac se cachent les vestiges de la pire éruption des 5 derniers millénaires. D'après les spécialistes, elle était 1000 fois plus violente que celle du mont St. Helens en 1980. L'activité volcanique est encore vive sous la surface. À 180 mètres de fond, des cheminées crachent de la cendre et de la poussière.
Seule protection contre une éventuelle catastrophe, ce visage d'un ancien navigateur maori gravé dans la pierre pour empêcher une nouvelle éruption. Sur la rive sud du lac, des volcans encore actifs surgissent de terre. Ils font partie du parc national de Tongariro, qui est le plus ancien de Nouvelle-Zélande et le 4e à voir le jour dans le monde. L'un d'eux est entré en éruption 70 fois en 70 ans. Un autre 2 fois en 2012. La Nouvelle-Zélande est décidément le pays de tous les extrêmes. Elle est la rencontre du feu et de la glace. Elle donne aux aventuriers des ailes pour repousser leurs limites. Des hautes montagnes du sud aux collines verdoyantes du nord, ces îles offrent un spectacle naturel époustouflant. En Nouvelle-Zélande, le ciel semble infini. Et le grand frisson à portée de main. C'est un pays de rêveurs où rien n'est impossible. Une petite nation au grand cœur qui bat aux antipodes.